Il y a des lieux, des maisons que l'on n'oublie pas. Des valeurs transmises avec passion qui nous marquent. Des femmes, des hommes qui nous touchent et qui font que chaque instant est un moment inoubliable. Charles, on est au milieu de rien du tout et pourtant tu m'emmènes dans un endroit fabuleux. Dans le plus beau village, on va dire. Un endroit qui me rappelle de nombreux souvenirs car j'ai commencé ici. J'ai appris mon métier ici, aux côtés de Régis et Jacques Marcon. C'est plein de souvenirs pour moi et c'est aussi une ligne de conduite et un exemple que j'essaye de mettre en œuvre chaque jour dans mon métier et dans ma passion, tout en respectant la nature, profiter aussi de cette richesse de tous les jours. Cette richesse, on est au milieu. Tu sens ? Oui. Toutes ces ombellifères, la cisse, la pimprenelle. Oh là là. Je vais t'emmener auprès d'amoureux et de gourmands nés qui vont pouvoir te parler de tout ça. Monsieur Régis Marcon, merci beaucoup de nous inviter ici par ce beau temps au milieu des grillons. Qu'est-ce qu'on est bien là ? N'est-ce pas? Puis en même temps, c'est des souvenirs avec Charles. Quand je le vois arriver à la maison, j'ai envie d'apprendre la cuisine. Il était encore un peu en doute, il ne savait pas très bien. Je dis, écoute, viens, on verra bien. Hein. Et généralement, quand il y a la passion, ça se passe bien. Il y a toujours quelque chose qui se passe autour de la table. C'est ça qui est formidable dans le métier. Après cette passion transmise, me voilà aux commandes de notre bus-restaurant bistronomique. À mon tour, j'essaye de partager ces valeurs avec ma cuisine et mon épouse Mélina qui œuvre en salle. Être un fervent défenseur de la nature, du local, du savoir-faire m'a été transmis par cette merveilleuse maison, Régis et Jacques Marcon. Avec Fanny, je vous invite à notre table. Cueillons avec respect ce que la nature nous offre. Façonnons une éducation et une transmission tous ensemble. Recommençons à défendre nos territoires. Cuisinons à plusieurs l'histoire de demain avec humilité et grand respect. Car la cuisine est belle quand elle est proche de la nature. Bienvenue chez les gourmands nés. On a une belle tablée en tout cas. On peut faire un rapide tour de table pour se connaître les uns les autres. Amaya, toi ta spécialité c'est la cueillette, c'est ça ? Alors la cueillette et les infusions. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire et valoriser avec ce qu'on va avoir dans la nature. C'est la passion des saveurs quand on va mélanger des plantes. Ce qu'on va pouvoir retrouver en infusion, en décoction avec toutes les plantes d'Auvergne. Je suis arrivée il y a 4 ans dans la zone du sud du Puy-de-Dôme avec Charlie, mon mari. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré des cueilleurs. Et ça a été le coup de foudre. J'ai adoré leur activité, comment ils valorisaient un territoire. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'il y a juste à se baisser ici. Qu'est-ce qui n'est pas comestible ici ? On a très peu de ciguë finalement. C'est ce que j'allais dire, ouais, dans les ombellifères. Voilà, la ciguë avec modération. Voilà. Laurence ? Moi, je suis émailleur-sur-Lanne depuis 30 ans. Donc avec Charles, ça a été une rencontre sur la matière et sur une mise en valeur de ses plats, avec sa sensibilité pour l'art et l'artisanat régional. À côté de toi, on a le roi du chocolat. Oh, le roi des alentours. Mon père était pâtissier, chocolatier. Et on perdure d'ailleurs dans la pâtisserie aussi. Mais moi, je me suis beaucoup orienté sur le chocolat. J'ai eu le rêve de faire ma propre plantation de cacao à Madagascar. On a eu nos premières récoltes il y a à peu près 2 ans. Les fèves de cacao, on les retrouve ici. Elles sont enrobées d'une pulpe blanche qu'on appelle le mucilage. C'est délicieux. C'est un goût un peu comme litchi, kiwi. Mais tout ça avec une touch auvergnate. Je suis pas trop auvergnat, moi. Je suis plutôt du Charolais, moi. Plutôt du charolais. Ouais. C'est des rebelles là-bas. C'est Le Brionnais même, le Brionnais. Ouais. Mon père est né à Mars, en plein milieu du Charolais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu des Martiens dans la région de Roanne. juste à côté de toi, Olivier, et une relation très intime avec le terroir et le fromage. Moi, je ne suis pas dépaysé ici. L'accueil, on est à 1000 mètres d'altitude, donc il y a quelques
150 mètres de plus à peu près. L'accueil, on est coopérative. On a 57 producteurs chez qui on collecte le lait, 20-25 km autour de la laiterie. Et puis on fabrique du fromage. Retour dans mon enfance de fils d'agriculteur éleveur. Allez, on va voir les vaches? C'est Olivier, un ami plein de valeurs, un homme d'action qui nous raconte. Antoine Roussel, dans les années 1850, a compris comment fabriquer un bleu, c'est-à-dire C'est lui le créateur. C'est lui le créateur de tous les bleus en Auvergne. La genèse du bleu en Auvergne, c'est Antoine Roussel. Il avait compris 3 choses. 1, qu'il fallait ensemencer de bleu, c'est-à-dire du pénicillium, le lait avant le caillage. 2, qu'il ne fallait pas presser la pâte. Et 3, qu'il fallait percer le fromage pour que l'oxygène rentre et fasse ressortir le bleu. Mais il y a encore plein de choses qui sont faites comme elles étaient faites au temps d'Antoine Roussel. Quand le lait commence à coaguler, c'est-à-dire qu'il passe de l'état liquide à l'état semi-solide, avant qu'on tranche le caillé, le cailleur va passer son doigt et il va tester la qualité du caillage. C'est-à-dire, c'est lui qui va juger à quel moment on peut commencer à couper le caillé. Donc, il est encore là, ce doigt-là. Et la transmission, elle est importante parce que ça, c'est un ressenti, c'est un visuel, c'est toutes ces choses-là qui font que on garde cette authenticité dans l'entreprise. Dis-moi Olivier, c'est quoi ton envie de demain? De m'inscrire dans la transmission. Moi, j'aimerais bien travailler comme tu le fais avec les enfants. On a une boutique, on veut agrandir cette boutique. On pourrait faire venir des enfants, leur expliquer un petit peu comment on fait le fromage, pouvoir transmettre. Quand je suis sur un salon, que je vois passer des jeunes des écoles hôtelières, je prends beaucoup de temps avec eux parce que ce sont eux les consommateurs de demain. Ce sont eux les créateurs de demain en cuisine. Donc, si je peux leur glisser un petit mot sur le bleu de l'accueil en leur disant c'est le meilleur bleu du monde, j'ai gagné mon pari. Et justement, toi, Jean-Sébastien, la mise en relation, c'est ton credo. C'est ça, j'aide à ma petite échelle tous ces artisans, tous ces passionnés à commercialiser leurs produits, à distribuer leurs produits et je propose du coup aux consommateurs de pouvoir consommer des produits locaux de manière simple et efficace et de leur proposer des produits de qualité dans l'assiette au quotidien. Voilà, avec un credo qui est assez simple, c'est pourquoi aller chercher à des milliers de kilomètres des choses qui sont produites à côté de chez nous. Est-ce que tu te rends compte qu'à côté de toi, tu as le James Bond du fromage? Très impressionnant. J'étais tranquille jusque-là. J'ai dit ça s'était bien passé. Oui, je suis fromager, affineur, petite connivence avec Olivier. Parce qu'en fait, on travaille aussi avec des coopératives. On a 130 producteurs fermés sur toute la France, mais on a aussi des coopératives avec lesquelles on travaille. On a eu l'idée de faire un produit qui est né d'une vieille querelle du Massif central, qui était entre la famille Roussel et les copains de l'Aveyron qui revendiquaient le Roquefort. Qui c'est qui avait inventé le bleu le premier? Bon, on a réglé le débat, à notre façon, mais ça nous amuse bien et ça marche bien, donc on est plutôt contents. Il ne t'amenait rien sans un bon Oui, vin. il fait soif d'ailleurs. Mais je vous en prie. J'attendais ta validation. Mais j'allais le dire parce que je me désespérais en vous voyant. Il est en train de se réchauffer. On peut trinquer Hélène en parlant de ton métier, de ta passion. Merci, santé à tous. Merci à vous. Je suis la vigneronne de la table. Je suis la plus méditerranéenne du groupe, mais ma maman est charolaise. Charolles. Et mon grand-père était laitier. Derrière moi, c'est une vieille famille. Le domaine existe depuis 1670. C'est ça qui est extraordinaire. Notre raison d'être, c'est la transmission. Je pense que c'est la raison de presque tous les paysans. Justement, le côté comme ça, mélange. Vas-y. Tu vois, tu te débrouilles bien. Yeah. Par contre, je suis pas sûre d'aller derrière tes fourneaux pour essayer ta cuisine. Hein. Arrête. J'ai toujours été une piètre cuisinière. Tu vois, moi, ce lieu, il y a aussi des moments où je me dis... T'as pas envie qu'il s'éteigne? Non, parce que c'est vrai qu'après moi, il va s'éteindre. Peut-être pas. Peut-être pas. Tu vois, par exemple, mon père, j'ai 14 ans, lui, on lui a pas donné le choix de venir chaque fois qu'il y a un reportage que je dise qu'il est meilleur ouvrier de France. Tu vois Bah oui. Bah regarde, c'est là-haut, le ponton, là. Tu vois, c'était le plâtre et après, il l'a dessiné. Le thème, c'était une réalisation sportive. Après, tu vois, par exemple, regarde, tu vas retrouver des éléments naturels de Pourquoi la des nature. essences agrumes? Ouais, c'est ça. Orange, c'est fou quand même Et que ça, tu utilises... c'est complètement naturel, c'est des huiles essentielles en fait. Beaucoup d'huiles vont avoir un rôle. Par exemple, l'huile d'orange va permettre d'avoir plus de fluidité aux émaux de décoration et puis avoir un séchage beaucoup moins rapide. Toi aussi, tu cuisines dans tes émaux? Moi aussi, je cuisine, mais souvent, cette découverte des éléments naturels qu'on peut employer dans la lave émaillée, il y en a partout, il y en a tout le temps. Il faut qu'on fasse gaffe à cette nature. Oui, il faut la préserver, c'est évident.
Jacques, du coup, qu'est-ce qui fait la spécificité du lieu? Parce qu'ici, voilà, il n'y a qu'à regarder autour de nous, on voit vraiment une prairie en bonne santé. Il y a toujours eu beaucoup de fleurs ici et en fait il y a de l'arnica sur le plateau, donc on est en zone Natura 2000, prairie naturelle, donc on n'a pas le droit de replanter, de mettre de l'engrais, de l'azote. Et c'est vrai qu'il y a une variété de faune et de flore sur ce plateau jusqu'au Mézin qui est au bout là-bas, qui est assez incroyable et qui fait un foin. D'ailleurs on va faire la selle d'oignon en croûte de foin tout à l'heure et ça fait un foin qui est vraiment très très bon. Alors, je dirais pas que c'est le meilleur foin d'Auvergne-Rhône-Alpes parce que après on rentre dans des sujets un peu. Mais je pense que c'est important, c'est d'avoir conscience de la chance qu'on a et surtout de valoriser ces territoires et de les garder comme ça. Amaya, toi qui es spécialiste des plantes, qu'est-ce que tu as trouvé ici en arrivant? Une variété et une biodiversité incroyable. On rejoint ce que disait Jacques. Ici, c'est impressionnant. L'Auvergne, ça va être plus de 6000 espèces de plantes. Dans le Puy-de-Dôme, en Haute-Loire, on va avoir peu de cultures intensives, on va avoir beaucoup de maraîchage, beaucoup de pâturage. Donc on va avoir une préservation des lieux qui va être magnifique. Amaya, la nature est son laboratoire. Les parfums de la terre s'expriment dans ses infusions. Comment on tombe amoureux des plantes, Amaya? C'est relié, je pense, à des souvenirs, à des moments de bien-être, effectivement, de bonheur. Quand j'étais petite, je passais tous mes étés chez mes grands-parents paternels à côté de Madrid et ils avaient un grand terrain où il y avait un beau potager, des poules, des plantes, il faisait beau, c'était l'Espagne au mois d'août. Ça me plaisait et c'était à travers vraiment le côté épicurien de la nature. Pour le travail qu'on fait avec les chefs, on va cueillir avec Charlie. Effectivement, le travail qu'on fait avec toi, c'est Charlie et moi qui le faisons directement depuis la cueillette jusqu'à que ça arrive. On va récupérer sur une zone, normalement on a une règle un peu du 1/3, 2/3. D'accord. On laisse 1/3 toujours d'une plante. On va récupérer. Dans le travail avec les chefs, on est au niveau le plus élevé en termes qualitatifs. Pas forcément au top de la floraison d'ailleurs, ça dépend. Il y en a, ça va être en tout début de floraison pour éviter qu'on ait trop d'amertume. D'autres, ça va être à la fin. On a des plantes, ce sera durant l'après-midi, ça va être le mieux de les cueillir. Il y en a, ce sera à la mi-journée. Il y en a, ce sera en fin de journée. Ouais. Ça aura un vrai rôle en termes de principes actifs, donc des propriétés. Mais dans ces principes actifs, on a aussi souvent les huiles essentielles qui sont là vraiment pour les propriétés, mais aussi les saveurs. Et c'est pour ça qu'une bonne cueillette et une bonne infusion, ça comprend toutes ces choses-là. Et après, on a le séchage. Le séchage, ça peut tout faire sur une plante. Si on prend trop, qu'on sèche trop vite, qu'on sèche pas bien, qu'on sèche trop fort, on va perdre toute cette odeur qui va être belle. Et vraiment une bonne odeur. Créatrice de tisanes d'exception, cette douce femme m'a fait redécouvrir les herbes d'une toute autre manière. Les herbes, on les utilise en cuisine. Grâce à elle, d'autres parfums dans mes casseroles. La simplicité et les rires de nos échanges en prime. Partage de nos expériences. Et nous voilà dans la même histoire. L'envie de défendre et protéger ce que la terre nous offre. Une belle rencontre avec une cueilleuse amoureuse de la campagne qui met du naturel et du sens dans ses infusions. On est tous à vouloir que ces produits soient préservés, bien entendu, mais pour moi, ce qui me paraît important, c'est la jeunesse, bien sûr, l'école. Ne serait-ce que nos petites écoles dans les campagnes. Ici à Saint-Bonnet, c'est un petit peu une classe verte, parce que l'institutrice fait découvrir aux enfants les herbes. Le fait de s'accaparer un lieu, de le connaître, on le respecte. Oui, et ça, à partir du moment où on s'est nommé et on connaît la fonction. Voilà, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN du gosse. Oui. Et puis qui gardera toute sa vie. C'est ça qui est formidable finalement. C'est ce que, on parle de transmission, c'est l'école avant tout, quoi. Parce que finalement, la base d'une bonne nutrition, c'est pas d'ouvrir tous les bouquins de nutrition, parce que c'est pas compliqué, mais ça reste simple, c'est le produit nature. Or, il faut savoir qu'en France, on mange quand même beaucoup de produits transformés, voire ultra transformés. Et la base, c'est ça. Et c'est ce qui fait en même temps le charme de nos métiers, parce que on ne peut pas concevoir quelque chose de tout préparé pour faire quelque chose. Et à un moment, on a la farine, on a le lait, nous on a les légumes, les produits, et on démarre. C'est là que c'est intéressant. Ça fait plaisir de voir aussi que Jacques, dans cette continuité, toi tu as un petit lopin de terre depuis peu. Tu cultives toi-même ton jardin? Alors je cultive, quelqu'un qui m'aide à cultiver parce que les journées sont longues en cuisine. Oui. Mais c'est vrai qu'à Saint-Bonnet, on est quand même sur un plateau très venteux. Et c'est un village de bûcherons, Saint-Bonnet à la base. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun bois sur quelques kilomètres.
Par contre, quand on descend un peu plus bas sur l'Ardèche, la particularité c'est que les premiers oliviers sont à 50 km à vol d'oiseau, donc on a un climat qui devient tout de suite très chaud. Oui. Et je pense qu'il y a des endroits qu'on peut se réapproprier maintenant où on peut avoir une belle qualité de vie et de culture dans plein de choses, hein, dans l'élevage pour le lait, pour le fromage, dans le vin ou dans la culture maraîchère. Et se réapproprier ces lieux, les montrer aux gens qui vont venir ici en vacances ou en week-end, et pourquoi pas les faire manger un petit peu là-bas, faire une petite table sur le légume. Voilà. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir une nature préservée et la mettre en avant tout en respectant tout ça. Tu me parlais d'un parcours botanique justement pour que les gens puissent venir ici apprécier le lieu mais aussi apprendre et comprendre. Et bien apprendre et leur réapprendre parce que c'est vrai que maintenant on arrive sur des générations qui ont la quarantaine, qui n'ont jamais connu une ferme ou une campagne. Et c'est vrai que nous, nos parents, ont toujours eu ce rapport avec la nature. Je pense que même qu'il n'y a pas que les enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'une feuille d'érable. Et voilà, leur expliquer que voilà, tout est né de là et qu'il faut savoir préserver cette nature parce que sans elle, on n'arriverait plus à vivre. Hein. Je crois que c'est important de la respecter et d'évoluer avec elle. Donc c'est très important aussi de voir que derrière tout ça, il y a des métiers, une préservation aussi de ce qui nous permet de nous identifier à un territoire, à un terroir. Donc c'est merveilleux. Et là, on va manger un agneau noir. Qu'est-ce qui lui est arrivé, cet agneau? C'est une race. Il a carbonisé, c'est ça? Race pas trop grasse non plus. On n'est pas dans la brebis, on est dans l'agneau bien conformé. Et puis qui a la laine un peu noire, quoi, qui pousse sur les plateaux du Velay, les terrains un peu basaltiques. Tu as dit qu'il pousse? Ah non, qui... Ah, il y a un agneau qui pousse. Ah, il va paître. Ça, là, ça revient toujours. C'est ça. Oui. C'est comme élever les légumes. C'est ça, on élève les légumes. Magnifique. Ah, l'équilibre d'un plat surprenant et remarquable. La signature de deux grands chefs que j'admire tellement. Une assiette autant généreuse que délicieuse. Le petit Jésus en culotte de velours, comme dirait mon grand-père. À travers la contrée, la région, certains ont essayé d'imiter cette recette de l'agneau en croûte de foin. Notre chef Paul Bocuse le faisait déjà avec du jambon, mais dans un bouillon par contre. Il ne faisait pas en croûte. Jean-Sébastien, là on est juste à côté du Puy-de-Dôme, on est où exactement? Alors on est chez Patrick, notre producteur de champignons, chez qui on a décidé de baser nos activités. Ok, une champignonnière, c'est ça? Parce que figure-toi que moi je cuisine principalement des produits locaux, frais et on va dire auvergnats. C'est toujours très compliqué pour ma clientèle de se produire et s'achalander toutes les semaines. Toi tu rassembles tout ça, tu t'occupes de l'apporter soit chez eux, soit dans des points relais. C'est ça, tout à fait. Un peu plus de 800 produits sur l'année, alors on joue aussi le jeu des saisons, donc typiquement en hiver on n'a pas de tomates, on n'a pas de pêche. Du coup on permet aux clients de rassembler tous ces producteurs et de pouvoir faire ces emplettes dans différentes fermes au final, juste depuis le site internet. Quel est le produit phare que les Auvergnats aiment bien manger? Mis à part, on met le fromage de côté parce que ça ferait trop plaisir à Olivier, mais il y a bien un petit quelque chose qu'ils aiment en plus. Oui, mis à part le fromage, on pourrait citer les légumes frais. Et c'est vrai qu'on a c'est une vraie victoire pour nous, une vraie satisfaction, car les gens recuisinent les légumes, retrouvent le goût des vrais légumes frais, plutôt que d'acheter des plats industriels déjà préparés. Et ben, les épinards, ils les cuisinent eux-mêmes, et c'est vrai que c'est génial parce qu'ils nous disent, au final, en cuisinant moi-même, j'ai des produits frais, j'ai des bons produits, c'est bien meilleur pour la santé, et pour le coup, c'est une vraie fierté pour nous. Bravo. Il y a 52 producteurs, dont à Maya, on a des producteurs de légumes, des producteurs de viande, de fruits, de fromage, on a plein de choses, et il y a une vraie conviction de vouloir amener des bons produits dans l'assiette des gens. Mais le cœur et la base du travail, ça reste le producteur. Comme il pourrait le faire dans la grande distribution, sauf que là, c'est du local et de la qualité, avec voilà, la dimension éthique derrière aussi. Voilà, il y a une garantie et puis ils peuvent voir la carotte où elle a été produite, comment elle a été produite, dans quel champ elle a été produite. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a une vraie scénarisation derrière du producteur et de son travail. Voilà, et goûtez cet agneau avec une petite graine de 6 comme ça. Vous mettez une petite graine sous la bouche et vous mangez l'agneau derrière. Alors cueillez sous votre table, il y en a partout. Voilà, il y en a partout, allez-y. C'est fou ça, la purée est parfumée. Avec le foin, ouais. Avec le foin. Tu surveilles que et ma toutes sauce n'arrive pas à nourrir nos jolies herbes, Amaya, s'il te plaît. J'y tiens ma sauce. Ça se passe toujours comme ça, Saint-Bonnet-le-Froid, là, un pique-nique sous l'orage, c'est bien. Non, ça rafraîchit un petit peu. Il y a 10 minutes au creux de chaud. Ça va être chaud, là, il faut un petit peu de pluie pour tout ça. Mais la neige dans 5 minutes. La neige dans 5 minutes et on est... Mais je pense qu'on est réchauffé avec ça, Fanny. Ah, merci pour l'accueil. Hein. On est réchauffé avec ça. Raconte-nous-en un petit peu plus. On vous a mis plein de soleil dedans, c'est pour équilibrer. Oui, raconte-nous tout ça. C'est l'équilibre entre l'Ardèche en beurre et l'Ardèche à l'huile. Voilà. Ce qui fait qu'on a des champignons. C'est ça. Voilà, il y a des champignons et il y a des vins de grenache, donc très méditerranéens, et ça équilibre. Voilà, nous, on ramène la fraîcheur et nous, on ramène le solaire. On arrivera bientôt au dessert et le chocolat, c'est le chocolat, c'est un produit qui ressemble beaucoup au vin.
que le cacaoyer déjà donne tout le temps du cacao. Sur l'arbre, Toute on l'année. trouve la fleur, une petite cabosse et une cabosse mûre. Imagine un cerisier avec des fleurs, des petites cerises vertes et puis des cerises Les 3 mûres. saisons, voilà, 3 saisons. Voilà. Donc on va tous les jours, comme les cerises par exemple, cueillir que les mûres. Après la récolte de la fève fraîche, il y a une fermentation. Donc elles sont mises en cuve en bois, comme le vin. On les fait fermenter pendant 6 à 7 jours, suivant les variétés et les saisons. Et ça, c'est hyper important pour avoir une super qualité. Alors bien sûr, il y a les variétés, hein, comme les cépages. Il y a 3 grandes variétés. Hein. Il y a le Criollo, il y a le Forastero et le Trinitario. On joue avec les cépages, on joue avec les terroirs, on joue aussi avec la transformation des planteurs. Et ensuite, c'est transporté chez nous. Et chez nous, après, il y a le savoir-faire, de la torréfaction, les recettes, le temps de conchage et tout ça qui fait un produit de qualité. Donc là, le chocolat est terminé. La dernière opération, c'est lui faire la cristallisation. Ça veut dire, on va monter le chocolat à 51 degrés, on va le redescendre à 28 et ensuite on va le remonter à 31. Si on ne fait pas cette opération, ça va faire des blanchiments sur la tablette, ça va faire des marbrures blanches. Donc si on veut que le chocolat soit très brillant, on est obligé de faire cette cristallisation. Chaque continent, chaque lopin de terre nous offre des merveilles. On peut s'autoriser à consommer des douceurs lointaines en s'assurant que l'homme préserve l'emploi local, les terres et l'acheminement raisonné jusque dans nos assiettes. La maison Pralu en fait partie. Cette mer, la terre, nous donne à tous l'envie de créer et d'écrire des histoires. Voilà comment on donne le nom à un fromage imaginé par Hervé et Olivier. Et si je vous dis une date, si je vous dis 1924, vous me répondez quoi? Je sais pas, moi j'étais pas né. Qui a inventé ça? Alors, la genèse du truc, c'est Hervé. Hervé, c'est quelqu'un qui fourmille d'idées. Un C'est moins qu'on puisse dire. C'est moi qu'on puisse dire. Vous n'allez pas commencer. Et un jour, je reçois un coup de fil et il me dit « J'ai une idée ». Et là, tu te dis « Oula, où est-ce qu'on est parti ?» Il faut qu'on fasse un fromage avec un équilibre de lait. Lait de brebis, lait de vache. D'accord, ok. Persillé. Ouais. Donc, en gros, il te donne la recette et puis il faut la mettre en pratique. La première appellation d'origine contrôlée, qui est née en France avec le fromage, était 1925 et c'était justement le Roquefort. Première grande reconnaissance de notre institution AOP et AOC avec le Roquefort. Donc on s'est dit on va quand même leur faire une blague. Voilà, 1924, et on va l'année l'appeler d'avant. 1924. C'est ça. Et en l'appelant 1924, tout le monde nous pose la question pourquoi 1924? On dit bah avant 1925, alors oui, mais pourquoi hein? Donc après, il faut rentrer dans une explication sans fin. Et on est parti de cette histoire-là en disant on va partir sur des mélanges de lait. C'est pas si évident que ça, mais par contre, ça rentre dans un équilibre qui est intéressant. Le lait de brebis est très riche en matière grasse. Par contre, parfois, il est aussi un peu saponifiant, donc il faut qu'on le radoucisse. Saponifiant? C'est-à-dire que la matière grasse est tellement dense qu'il amène quelque chose qui rancit un peu et des choses qui sont un peu fortes. Ah. Alors le 1924, pour résumer un peu l'histoire, c'est que c'est cette bataille entre le Massif central, entre le nord et le sud. La famille Roussel, qui, moi j'en suis sûr, c'est eux qui l'ont inventé, il n'y a même pas de discussion possible. Et tous les autres qui pensent avoir inventé le bleu, comme nos amis les Romains avec le Grand Zola, nos amis anglais avec le Stilton, et puis les sacrés Aveyronais, et les Aveyronais avec le Roquefort. Mais on avait une contrainte, et vous allez voir que c'est assez amusant, sur les États-Unis, le Roquefort était taxé, surtaxé. Et en plus de ça, en termes bactériaux, ils étaient vraiment en train de l'ennuyer parce qu'étant donné qu'il était en lait cru, très difficile de pouvoir rentrer dans les bactériaux qui étaient la législation en place. Donc on s'est dit mince, on est quand même dans un pays qui est l'Auvergne, c'est nous qui avons inventé quelque part le persillé et le bleu. Donc pourquoi on n'irait pas sur ces marchés-là non plus? Il faut se défendre quand même un petit peu, on non essaye, ouais. Hein? Mais c'est encore une fois, moi je suis un pro lait cru, on est des pro bio, on est dans l'agriculture raisonnée et là il faut trouver un autre système dans lequel on va pasteuriser ou on va thermiser des laits. Donc, c'est un peu parfois contradictoire. Malgré tout, on a mis une recette au point. Et le fromage a trouvé son public et aujourd'hui, on est même en rupture. Ça, c'est pour augmenter les prix, ça. Et qui a parlé d'argent? Vous avez vu, on n'a rien dit. Vas-y, ne l'écoute pas, là. C'est du faux, ça. C'est une augmentation de prix chez bon, ça. Là, c'est parti. Ah bah là, ouais. Quand la nature nous rappelle à l'ordre, n'oublions pas que nous devons être partenaires, ne pas l'exploiter, mais bien la protéger et la magnifier. C'est le choix d'Hélène dans ses vignes. Elle conjugue authenticité et qualité. Ces arômes qu'elle fiche dans son vin, une vinification chaque année qui repose sur un savoir-faire ancestral.
J'ai toujours entendu dire mon père, tu sais, celle-là, je la plante pas pour moi, c'est pour toi. Parce qu'une vigne vit 100 ans, 150 ans et qu'elle donne le meilleur à sa maturité. C'est beaucoup d'humilité être vigneron. Tant de personnes qui ont courtisé la terre, qui ont donné leur vie. Hein. Moi, je le vis un peu comme un sacerdoce, mon métier aussi. Et de se dire que des gens que l'on respecte tellement, que ce soit Anne-Sophie Pic, Régis et Jacques Marcon, qui aient posé leur regard sur ce qu'on fait et le mettent en valeur, eh bien, ça fait chaud au cœur. Grâce à Hélène, on s'est tous mis à la pétanque à une certaine époque, parce qu'on a découvert Hélène, elle a un vin qui s'appelle le vin de pétanque. Donc nous, quand on aime bien faire des associations de mots, on s'est tous mis à la pétanque en buvant du vin. Et c'est vrai que... Ils ont tous gagné parce qu'avec ça, on gagnait tous les concours dans la maison. Ça, c'était un essai. Et donc sur un cépage qui est amusant, parce que c'est un cépage de Saint-Marcel, et c'est un métis qui s'appelle le Couston, et qui est né à Saint-Marcel, et qui va certainement prochainement rentrer dans l'ère des Côtes-du-Rhône d'ailleurs. Et là, je l'avais fait en pur et muté sur grain, donc comme un Porto. Ça, c'est un bon exemple. Quand ça commence à fermenter, le vin, on a ces arômes-là. Et là, je rêverais que vous ne soyez pas si loin. Parce qu'on a quelques heures. Quand ça commence à fermenter, on a un moment qui dure 2, 3 heures, 4 heures, où il y a plein de sucre, c'est encore du jus de fruits, c'est plus du fruit. On est sur les premiers arômes primaires. Et là, je me dis, oh. Tu nous appelles, on est à 2 heures de route. Non, mais c'est vrai, je ne sais pas, faire quelque chose en sorbet. Essayer de figer ça, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, les vignerons? On fige un moment du vin, puisque ce n'est pas naturel, ça. Enfin, le vin, en général, on a figé, autrement, on va vers le vinaigre. Nous, on a une chance, c'est qu'on vinifie tous les jours. Nous, c'est 1 fois par an. C'est pas beaucoup dans une vie. Non, mais... Nous, 2 fois par jour. C'est ça. Pas de bras, pas de chocolat. Hervé, un jour, arrive dans mon laboratoire avec des petits bouchons de chèvre, avec la paille. Là. Et il voulait qu'on fasse un enrobage de chocolat. Donc à l'époque, c'était du 80%, hein, c'était le Fortissima. Et puis, bon, depuis, j'ai fait un nouveau chocolat qui s'appelle le 100%. Un 100% de Madagascar, qui est un chocolat très acidulé et très fruité. Et on va refaire l'essai de faire ces enrobages de bouchons ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. C'est toi, maître, qui décide... Non, mais l'histoire était amusante. Moi, elle était partie d'un paysan qui me racontait qu'en fait, que quand il allait à l'école, à l'époque, ils avaient dans la blouse, ils avaient d'un côté une petite barre de chocolat et de l'autre côté un morceau de fromage de chèvre. Et que quand ils avaient vraiment la dalle, à un moment, ils mangeaient les deux. Et en fait, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit... et c'était bon. Il me dit, ouais, on adorait ça. Mais tu sais, c'est quand même des souvenirs aussi de gosses. Donc des fois, il y a des goûts que tu as appris quand tu étais gamin et que c'est bon. Quand tu les fais goûter à d'autres en dehors du contexte, ça fascine pas toujours. Mais on a quand même fait un essai, c'était amusant. Et puis c'est vrai qu'avec François, on s'est un peu amusé avec ça. Et aujourd'hui... Et on va refaire. Ouais, on refait ça. Hervé. Un homme marqué par son territoire. Une passion et un savoir qu'il transmet avec force et conviction. Toute la grande particularité de la réussite d'un bon persillé ou d'un fromage bleu, c'est justement quand il est moulé, on arrive à lui préserver toutes ces petites cavités que l'on voit là, car c'est dans ces petites cavités que vont se développer le pénicillium qu'on va apercevoir au fil du temps. Et surtout, l'autre élément très important, ça va être le piquage qu'on va opérer sur l'ensemble des fromages et qui va permettre à l'air de rentrer à l'intérieur et de développer justement ce que l'on est en train de chercher, c'est-à-dire, voilà, on voit toutes ces petites moisissures, Pidicium roqueforti qui se développe. Tout ce qu'on va voir comme combinaison aromatique, ce côté bien au départ, bien sûr, champignon, un peu levuré, cette ventilation extrêmement délicate et douce fait qu'on va commencer à développer aussi toutes les couvertures, toutes les moisissures de surface, un petit peu multicouleurs, jusqu'à ce qu'on obtienne 90 jours plus tard, ou 120 jours plus tard pour celui-ci, un fromage bleu complètement affiné. Cette texture qu'on cherchait, qu'on voit là, qui est vraiment onctueuse et crémeuse, va nous développer tous les arômes au palais. Et je pense que ce qui est sympa, ne serait-ce que vous le sentiez, c'est ce que Olivier a amené quand le fromage est à l'état tout frais. Brut. Ouais. Et vous allez voir un peu les odeurs, vous pouvez y aller, vous allez voir l'odeur et ça devrait quand même vous rappeler pas mal de petites choses, entre autres aussi bien dans le vin, aussi bien que dans le pain. On est sur ces acides lactiques qu'on ressent vraiment sur un fromage quand il est frais comme ça. Et vous voyez donc blanc comme ça, il devient bleu comme celui-là. Comment on fait, Olivier, pour partir d'un fromage caillé, tout blanc, pour en faire un fromage persillé que l'on appelle le bleu? Ben là, vous l'avez, le caillé tout blanc. Il a 5 jours à peu près de fromage. Il a été piqué. On le pique pourquoi? Ben pour que l'oxygène puisse rentrer dans le fromage
et faire que le bleu va se développer un petit peu partout et suivre les veines qui ont été créées par quelque chose qui est très important dans la fabrication du bleu, c'est l'accumulation des petits grains de maïs qu'on a coupés, qu'on a brassés, et on a plein de petits grains de maïs qui se sont accumulés et qu'on a plein de petites cavernes comme ça. Quand tu dis grains de maïs, c'est pas des grains de maïs à proprement parler, ce sont des cavités. Oui, mais pour pas qu'on confonde. Bien sûr, c'est la forme qu'a le caillé quand on l'a coupé et quand on l'a brassé pendant un certain temps. On le brasse dans son liquide de manière justement à l'arrondir. Le grain de maïs qui va être formé, en fin de compte, cette forme-là, a une petite pellicule et à l'intérieur quelque chose de très crémeux. Et on va retrouver ça dans le fromage quand il va être affiné. Et c'est ça sa force, c'est d'être capable de faire ça à ce moment-là pour pouvoir donner un fromage onctueux comme il est à la fin. Et toi, Laurence, dans ton métier, en ce qui concerne la céramique, il y a aussi des moments clés pour la cuisson? La lave, c'est le magma. Donc c'est vrai que, par exemple, la lave de Volvic, elle remonte au-delà de 1100, 1200 degrés, elle va redevenir magma, en fait. Donc on peut en jouer aussi. C'est vrai que ça aussi, ça fait... elle contient beaucoup de silice, donc ça devient du verre, en fait. Donc dans des moules, on peut arriver à donner des formes, à donner des choses culturelles qui sont magnifiques. Mais l'ouverture du four, pour les mailleurs, c'est toujours un moment important, parce que c'est comme je peux imaginer... voilà, comme un gros cadeau qu'on ouvre. Mais bon, encore une fois, c'est le feu qui va gérer tout ça, avec sa partie de hasard. C'est un retour aux sources, en fait. Une fois de plus, les éléments de la nature charpentent nos chemins de vie. Laurence est une femme sensible et une incroyable artiste qui façonne la pierre. Elle dévoile la sensibilité des matières à travers les couleurs choisies, tout au fond de son cœur. Pourquoi tu as voulu aller dans un univers gastronomique? J'avais mes parents qui sont artisans, fleuristes et agriculteurs ailleurs. Je les voyais jamais. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Et les seuls moments qu'on avait en famille, c'était à table. Et c'était vraiment les meilleurs moments pour moi. C'est là que j'ai compris que je pouvais peut-être en faire ce métier, mais surtout profiter de ma famille grâce à mon futur métier et quelque chose qui soit rassembleur et qui en fait me fait autant plaisir à ma famille que peut-être à mes futurs clients, c'est de se retrouver autour d'une table. On est là que pour passer des bons moments, en famille, entre amis, en amoureux. Et c'est ce qui m'a fait choisir ce métier. Ouais. C'est l'amour. Peut-être. Parce que, mais c'est aussi l'amour, mais c'est aussi des manques. Ouais, enfin, on comble différemment. Mais est-ce qu'on n'est pas là toujours pour vouloir séduire nos parents? Tu vois, quelque part, ça te pose la question aussi, parce qu'ils soient fiers de nous et puis qu'ils soient... Tu sais que quand ils viennent au bus ou quand ils venaient que je travaille chez Régis ou... Enfin voilà, maintenant tous les jours, c'est eux dont j'ai le plus peur. Ouais. J'ai une trouille. J'ai une trouille quand ils montent dans cette salle de restaurant, mais j'ai une trouille phénoménale. J'ai pas envie de les décevoir. On est moins sur le fait des fois du spontané, de voir au moment où c'est prêt. Si, quelquefois, ça peut être la cuisson des poissons, dans lequel Jacques excelle vraiment, parce que la maîtrise de ça, c'est bien, parce que c'est pas évident. Ne serait-ce que cuire une ombre chevalier, c'est pratiquement à la seconde près. Parce qu'on le voit, il n'est pas tout à fait cuit, sous cloche au client, il arrive, il est juste cuit. Donc ça, il faut bien le maîtriser. Ce qui est le propre de notre métier, c'est de capter les parfums aussi. Comment on peut le faire dans la vigne, comment on peut le faire dans le chocolat. Et à un moment, on sait qu'il ne faut pas cuire trop, il faut couvrir, etc. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on est tout le temps dans le doute, finalement. C'est comme nous tous, hein, on est tout le temps en train de douter. Et quand on sait qu'on vit avec ce doute-là, on avance, je pense aussi, quoi. Comme je vous le disais, il y a des lieux, des maisons que l'on n'oublie pas. Des valeurs transmises avec passion qui nous marquent. Voilà encore un moment de vie comme je les aime. Comme on les aime tous, n'est-ce pas? Ces femmes, ces hommes qui nous touchent et qui nous font vivre des instants et des moments inoubliables. Venez avec nous, direction le partage. C'est aujourd'hui. Ce doute doit nous habiter afin de mieux sentir, toucher, goûter, entendre.
et voir pour vivre nos passions. À nous tous d'être conquérants et bienveillants pour garder notre terre en pleine santé, afin de vivre tous ensemble. Soyons forts de nos convictions. Soyons sages pour la nature. Et restons des gourmands nés. Quand je te vois, Charles, partir avec le bus comme ça, j'ai vraiment l'impression de voir une petite abeille qui s'en va essaimer parce que tu as appris énormément de choses chez les Marcon. Tout ça, c'est des valeurs multidimensionnelles parce qu'il y a la cuisine, d'accord, il y a l'éducation, il y a le partage, il y a la protection de la nature, tout ça à travers l'assiette. Mon travail, tous les jours, c'est non seulement de retransmettre ce qu'on m'a appris, mais aussi de le faire évoluer avec notre temps. Et puis un petit peu avec l'urgence qu'il y a. Vraiment, ce bus, c'est pas histoire pour faire quelque chose d'innovant, mais c'était avant tout aller au plus proche de nos clients, de nos gourmands, et dans leur village. En leur disant à chaque fois, regardez ce que vous avez autour de vous. Cette nature, ces producteurs qui respectent tout ça, qui ont compris ou qui recomprennent que vraiment on a une richesse chez nous qui est merveilleuse. La petite tisane au coin du feu. C'est ça. Allez. Du coup, je vais me mettre à la cueillette, moi aussi. Ben, je pense que tu vas savoir maintenant, avec ce que Jacques t'a appris. Je vais pas pouvoir m'en empêcher. Alors raconte-moi. Et en fait, après ce déjeuner en Haute-Loire, j'avais déjà des envies de revenir en Auvergne, parce que tu sais que je suis puy-de-Dômoise d'origine. Les personnalités que j'ai découvertes autour de la table m'ont vraiment fait un électrochoc. Je me suis dit, mais je vais pas attendre d'avoir 50 ans pour me reconnecter avec ce qui me fait du bien, et surtout par rapport aux valeurs que je prône, et l'envie aussi de pouvoir agir concrètement. Je me lance le pari de piloter une fondation qui a pour but de protéger la biodiversité. Mais t'es pas toute seule, Fanny, est-ce que je sais, tu es mariée? Ah mais j'amène un Américain qui va devenir auvergnat, enfin qu'il est déjà un peu devenu. Bon. L'essentiel, je le retrouve, je l'ai touché du doigt et j'ai envie maintenant de m'immerger jusqu'à là, voilà, dans l'essentiel. Et c'est pour ça que je reviens en Auvergne et le partage, c'est ce qui me guide. En même temps, je l'écoutais parler tout à l'heure, c'est vraiment déjà un ambassadeur. Non seulement un bon cuisinier, un bon technicien, lorsqu'il parle de ses producteurs, il parle aussi de cette complicité qu'il peut y avoir avec des artistes, avec je l'ai pas appris tout les artisans. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, il y a quelques valeurs qui ont été transmises. Tant mieux, il va faire pareil avec d'autres. Et ça, je crois que c'est un point essentiel en ce moment. On parle de métier, et c'est dans tous les métiers que ça devrait se passer de la même façon. Pour ça, je suis très content. L'essaimage des valeurs, ouais. Important. Puis en même temps, c'est une belle table. Je crois que ça reflète un peu le repas français, c'est autour des amis qui se rencontrent. Puis en même temps, là, on est avec chacun un petit peu nos métiers à parler, soit de nos métiers, soit de nos passions. Et ça, on se nourrit les uns des autres. Moi, j'ai appris quelque chose, là, sel, etc. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Does it all keep spinning round? Does the future follow? C'est le collectif. Hein. Moi, je suis très rugby et je trouve que dans le rugby, on a besoin les uns des autres. Si le pilier est tout seul, il ne va pas arriver à pousser la mêlée. Hein. Donc c'est ça le truc important. So pick me up where the birds go at night and put me down right before the morning light. See the future from above, see the past and fall in love. And so says everyone, wake me up, lay me down. Ooh, so says
says everyone.